Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans la cité de Carcassonne, en Occitanie, pour présenter la gamme Héritage. La cité de Carcassonne est une cité fortifiée qui est au patrimoine de l'UNESCO maintenant depuis 1959. Vous voyez la cité avec ses 3 km de fortification, les 52 tours qui entourent la cité. C'est vraiment la plus belle cité fortifiée du monde et derrière moi, vous pouvez découvrir le château Comtal qui a été créé par la famille Trencavel. Nous pouvons même dire la dynastie Trencavel au XIIe siècle et qui est toujours dans un état remarquable et que vous pouvez visiter ici quand vous venez tout au long de l'année. Alors, nous allons aujourd'hui présenter une gamme importante pour nous qui est la gamme que l'on appelle Héritage. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel de la Cité. L'hôtel de la Cité est un hôtel 5 étoiles au cœur de cette magnifique ville. Et sur ma gauche, vous pouvez voir le restaurant gastronomique qui est étoilé Michelin. Et tout au long de l'année, donc, nous pouvons apprécier les accords mets et vins faits par le chef et le sommelier Fabrice qui vous propose bien sûr les plats traditionnels comme le cassoulet de Carcassonne, mais aussi toutes les recettes traditionnelles languedociennes. Sur la droite, donc, nous avons la terrasse sur laquelle j'aime venir avec ma famille, avec ma femme Ingrid et mes enfants, Emma, Mathias, venir boire un verre de rosé, en particulier l'été. Et derrière, donc, vous avez des arbres centenaires. Et tout au fond, on peut peut-être découvrir les contreforts du théâtre sur lequel, donc, tout l'été, vous avez différents événements musicaux et théâtraux qui viennent un peu améliorer la vie de la cité. Alors, nous allons rentrer dans le jardin d'hiver. Alors, nous sommes ici, donc, dans le jardin d'hiver, un merveilleux endroit. Alors, pour vous présenter les peintures donc, qui sont sur les murs, qui sont des peintures classées qui ont été faites par Jean Hourtal en 1925. Nous commençons pendant la période préhistorique. Vous voyez que sur la colline de la cité de Carcassonne, il n'y avait à cette époque aucune habitation. Là, nous sommes 6 siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes en Homo sapiens. Et vous voyez que les gens, la principale activité, c'était la famille et puis de traiter les peaux de bêtes puisqu'on se nourrissait essentiellement à ce moment-là de protéines. Alors, quand nous continuons, nous arrivons ici à l'époque romaine. L'époque romaine est très importante. Jules César et son armée ont passé plus de 200 ans à Narbonne et à Carcassonne. Et vous voyez que 112 ans avant Jésus-Christ, ils avaient construit un oppidum sur la colline de la cité de Carcassonne. Et sur le bas de la cité, vous voyez différentes villas romaines très typiques. Alors nous poursuivons notre balade au travers des siècles et nous arrivons maintenant au Moyen-Âge. Donc ce tableau nous montre bien sûr au Moyen-Âge, d'abord les premiers retours de la cité qui ont été construites. Alors il faut savoir que le siège des Sarrasins a duré de nombreuses années. Alors le grand protecteur de la cité de Carcassonne au Moyen-Âge, comme je l'ai déjà dit, c'était la dynastie des Trencavel, puisque ces gens-là, pendant plus de 200 ans, ont protégé la cité et ont aussi permis l'éducation des gens de Carcassonne. Alors, l'histoire de Trencavel est aussi importante parce qu'au XIIe siècle, les descendants de la dynastie Trencavel ont aussi protégé les Cathares. Alors, on va continuer. D'abord, nous voyons que l'agriculture a été très importante à ce moment-là, même s'il y avait quelques vignes à Carcassonne, bien sûr que les terres les plus fertiles étaient réservées à l'agriculture. Vous voyez 2 bœufs avec un homme derrière qui travaille le champ, et c'était bien sûr pour pouvoir subvenir aux besoins des légumes, mais aussi de l'élevage qui était la prédominance durant cette période. Alors nous continuons notre visite, et au XIXe siècle, nous voyons la cité telle que nous la trouvons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la cité, entre le XIIe et le XVIIe siècle, était tombée en désuétude. Et à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, 2 personnes qui s'appellent Cros-Miraviel et Viollet-le-Duc, qui était un architecte flamboyant, ont décidé de reconstruire la cité comme vous pouvez la trouver aujourd'hui, avec ses 52 tours et bien sûr le château Comtal qui est rénové.
Alors nous allons poursuivre. Vous me suivez. Et donc nous allons... D'abord, je suis content d'accueillir Stéphane Kéral, notre directeur de vin. Comment ça va? Alors, très bien, merci. Nous allons discuter ensemble dans un petit moment. Voilà, donc nous sommes ici pour présenter la gamme Héritage. Alors, la gamme Héritage, c'est une gamme qui nous tient à cœur, puisqu'elle traverse l'ensemble du Languedoc et du Roussillon, depuis la frontière espagnole jusqu'à la Provence. Et nous avons mis derrière moi, vous voyez, une gamme de 17 produits, avec 3 blancs et 14 rouges. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 blancs que nous allons déguster en face de vous pour vous mettre en appétence, et ensuite 3 rouges que certains d'entre vous ont déjà reçus. Il était une fois un terroir, mais il était une fois des terroirs. Comment ça va, Stéphane? Très bien, merci. Ça va? Vous êtes en forme? Oui. Donc avec Stéphane, nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans. Stéphane manage une équipe de 20 personnes, dont 15 œnologues, et bien sûr... Nous couvrons l'ensemble de nos domaines, mais aussi tous les partenariats que nous avons développés depuis maintenant de nombreuses années dans tout le Languedoc et le Roussillon. Quelques mots, Stéphane. Comment ça va? Alors, peut-être vous pouvez nous raconter un peu ce que vous faites avec nous? Oui, bien, écoutez, on n'en a pas. L'histoire, par exemple, ça fait 10 ans aujourd'hui que nous travaillons ensemble. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de notre première rencontre, Gérard. Bien sûr, je me souviens. Moi, j'étais très impressionné par votre passion, absolument incroyable, et aussi impressionné par votre message. Le message qui vous m'avez dit, voilà, Stéphane, je veux faire surgir et faire apparaître au monde entier que nous avons des terroirs extraordinaires en Languedoc et en Roussillon. Oui, c'est vrai que, en fait, vous savez, l'histoire a commencé dans cette région, mais depuis maintenant 24 siècles, puisque les Grecs sont arrivés à Narbonne-Plage. Et ils nous ont apporté déjà des cépages indigènes, en particulier comme la clairette du Languedoc, qui est un cépage blanc que nous venons de remettre à l'honneur à Adissan. Et la clairette du Languedoc était dans tous les principaux villages à l'époque. Et aussi, ils sont arrivés avec des jarres. Et en fait, les jarres servaient pour le transport du vin. Narbonne était le deuxième port de la Méditerranée après Rome. Et Narbonne, durant cette période, était aussi une ville très importante. C'était la capitale de la Gaule, qui était ce qui est devenu la France aujourd'hui. Donc, Narbonne a vécu toute cette civilisation, les Grecs, les Romains pendant 200 ans, puis les Visigoths. Alors, les Visigoths, ils sont arrivés au 5e siècle à Narbonne, et ils sont arrivés un matin au mois de mars. La ville de Narbonne était fortifiée comme Carcassonne, la cité l'est aujourd'hui. Donc, la ville était fermée pour lutter contre l'invasion de ces barbares venus du nord. Et en fait, ils ont attendu jusqu'au mois de septembre parce qu'ils étaient intelligents. Ils se sont dit, ben forcément, un jour ou l'autre, les Narbonnais vont devoir sortir. Et les Narbonnais sont sortis au mois de septembre pour ramasser les raisins. Donc, les Visigoths sont rentrés à Narbonne et puis ils sont restés 150 ans. Alors, ils nous ont apporté leur culture, ils nous ont apporté aussi un certain savoir-faire et surtout, ils nous ont légué ce qu'ils ont construit, c'est-à-dire ils ont fait la première croix qui symbolise les valeurs de notre région, qui est la croix aujourd'hui que l'on appelle la croix wisigothe, qui est sur toutes nos bouteilles que vous voyez derrière moi et qui est une croix très symbolique. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a eu la période cathare, le Moyen-Âge, et puis derrière, la période moderne. Donc, depuis maintenant une cinquantaine d'années, dans le sud de France, quel est notre ADN et quelles sont nos spécificités? D'abord, en Occitanie, dans le sud de la France, nous sommes chanceux puisque nous avons plus de 60 cépages et nous produisons à la fois des vins d'IGP, des vins d'AOP, des rouges, des rosés, bien sûr, vous connaissez le train des rosés qui est très important, mais aussi des vins blancs. Nous avons créé les premiers vins effervescents du monde puisque les moines de l'abbaye de Saint-Hilaire ont créé en 1531 le premier brut du monde, dont Pérignon lui-même est venu dans cette région et est retourné en Champagne avec la méthodologie. Et puis, bien sûr, dans le Roussillon, Stéphane, qui est cher à votre cœur de catalan, puisqu'il y avait un fameux chimiste qui s'appelait Arnaud de Villeneuve, au XIIIe siècle. Et ce monsieur a créé les premiers vins fortifiés, c'est-à-dire les Rivesaltes, les Banyuls, les Maury, puisqu'il a créé le concept de mutage, en introduisant de l'alcool dans la fermentation des raisins. Donc, il a permis de créer une différente catégorie de vins. Et les gens de Porto et d'autres régions du monde sont venus chez lui pour s'inspirer un petit peu de la méthodologie. Alors, quelles sont nos valeurs dans le groupe Gérard Bertrand? D'abord,
Stéphane, tous les jours, nous pratiquons l'excellence, n'est-ce pas? Et donc, l'excellence, c'est quoi? Ben, l'excellence, c'est tous les jours se remettre en question. Et mon père m'a appris les mille et un détails depuis la taille de la vigne jusqu'au consommateur final sur les tables des grands restaurants ou des wine lovers. Voilà, donc nous pratiquons à chaque étape le respect de la tradition et aussi nous allons encore plus loin depuis la vigne jusqu'à l'embouteillage. Nous avons aussi comme principe, bien sûr, de préserver la biodiversité. C'est un des fondements de notre société. Nous sommes les leaders dans le monde du bio et de la biodynamie. Stéphane, vous avez développé de nombreux partenariats. Et donc, nous avons créé le catégorie management du bio depuis la conversion, le bio, les vins sans sulfite, les vins bee-friendly et la biodynamie. Enfin, nous faisons aussi beaucoup d'innovation. Stéphane passe beaucoup de temps pour développer les partenariats pour deux produits iconiques chez nous, que sont le gris blanc. Je pense que c'est un de vos rosés favoris, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, Alors, quel cépage sur le gris blanc? Principalement du grenache. Du grenache gris. Grenache gris, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avant avec le grenache gris? Voilà, vous en parliez tout à l'heure, le grenache gris était principalement destiné à faire des vins doux naturels, du terroir de Tautavel jusqu'au terroir de Collioure. Voilà, donc nous avons un peu recyclé ces grenaches gris, puisqu'aujourd'hui ils servent essentiellement pour faire du rosé. Donc c'est des vieilles vignes avec des petits rendements et avec des vins avec beaucoup d'expression. Nous avons aussi bien sûr le succès de Côte des Roses, vous connaissez toutes et tous cette bouteille magnifique en forme de rose avec un bouchon en verre. Et enfin, qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons l'art de vivre. Alors, l'art de vivre pour nous, c'est faire le lien entre le vin, la gastronomie de notre région, et nous sommes très heureux en Occitanie, puisque en Occitanie, et en particulier dans le département de l'Aude, c'est le département en France par rapport au nombre d'habitants où il y a le plus de chefs étoilés. Donc il y en a un ici à l'hôtel de la Cité. Bien sûr, je fais un clin d'œil à mon ami Gilles Goujon, mais aussi à la Barbacane ici, à Franck Putela, à Carcassonne et bien d'autres, au domaine d'Aurillac. Donc nous avons beaucoup de chefs étoilés, ce qui est une force. Pourquoi? Parce que forcément, nous mettons en avant la cuisine de notre région avec toutes les recettes traditionnelles, mais d'autres aussi. Nous avons aussi des chefs qui innovent et nous permettons aussi aux chefs de créer afin que des sommeliers, comme ici le sommelier Fabrice, le sommelier de la Cité, puissent faire des accords mets et vins. Et enfin aussi, bien sûr, nous mettons en avant notre culture avec notre accent, bien sûr, qui est vraiment caractéristique, et faire le lien aussi avec la culture de la région et l'art sous toutes ses formes. Vous savez que nous sommes férus d'art à l'Hospitalet, nous avons une galerie de peinture, une galerie de sculpture, et tous les week-ends, nous faisons des accords mets et vins avec des dîners jazz, et durant l'été, nous avons un festival de jazz, et je tiens à vous annoncer en avant-première, pour ceux qui ne le savent pas encore, que le festival de jazz cette année se tiendra du 21 au 26 juillet. Alors, il sera moins jazzy que d'habitude, forcément, puisque les plus grands artistes de jazz sont souvent des artistes internationaux, mais nous avons la chance et le privilège d'avoir des artistes français très reconnus, comme Patrick Buriel qui viendra deux soirs, Cali, qui est le régional de l'étape, qui nous vient du Roussillon, Kimber Rose, Christophe Mahé, et nous finirons avec Jean-Baptiste Guégan. Voilà un petit peu le plateau que nous avons. Alors maintenant, nous allons commencer la dégustation, et nous allons commencer avec 3 vins blancs, l'un à la suite de l'autre. Alors Fabrice, que nous accueillons, est le sommelier de la Cité. Donc nous allons commencer avec un chardonnay de la Cité de Carcassonne, et nous allons poursuivre avec un sauvignon des coteaux de Narbonne, et nous finirons avec le Picpoul de Pinet. Alors nous commençons avec la Cité de Carcassonne. Donc ce blanc de chardonnay vient des coteaux de la Cité, donc sur des sols à la fois de marne et de schiste. Nous sommes en altitude à 150 mètres. Donc vous voyez, la couleur est très jolie, elle est brillante, elle est jaune. Donc le nez a des touches et des arômes de pêche, de vigne, de poire, avec bien sûr aussi un côté très minéral, légèrement épicé. Le vin a été vinifié en barrique pendant 6 mois. En bouche, nous avons une fraîcheur avec un côté exotique et une belle minéralité. Et je vous recommande de boire ce vin avec
avec tous les poissons grillés de la Méditerranée. Alors Stéphane, pour le prochain vin, nous sommes où là? Alors là, nous sommes autour de Narbonne, sur les coteaux de Narbonne. Alors les coteaux de Narbonne sont des coteaux argilo-calcaires qui ont la chance d'avoir une influence maritime. Alors cette influence maritime, elle va être très profitable pour le Sauvignon, pour lui permettre de garder énormément de fraîcheur et pouvoir le vendanger à sa parfaite maturité. Oui, alors le Sauvignon à Narbonne, c'est important de le ramasser ni trop mûr ni pas assez. Je crois que le plus important, c'est de garder la fraîcheur, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, cette fraîcheur vient naturellement de ces entrées maritimes et il est vendangé à sa parfaite expression aromatique. Alors moi, j'aime bien dire que ce Sauvignon, en fait, il est entre les grands classiques de Sancerre et les vins du Nouveau Monde, puisque nous combinons le meilleur des deux arômes et nous avons à la fois des touches minérales et des touches de bourgeon de cassis. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Et en passant même sur les agrumes, sur le citronné, qu'on retrouve quelquefois dans les deux univers. Alors on peut le goûter. Alors la bouche est gourmande, l'attaque est très gourmande, elle fait saliver. On ferme les yeux, on peut être même dans l'univers des fruits noirs, du cassis. Le bourgeon de cassis. Du bourgeon de cassis, oui. Et même des petits fruits rouges, pensez même à la fraise des bois. Alors qu'est-ce que vous recommandez comme association mets et vins? Alors écoutez, pas plus tard que ce week-end, j'ai dégusté un Sauvignon sur une poêlée de couteau qui était absolument délicieuse. Sinon, moi je recommande bien entendu des sushis tout au long de l'année. Oui, c'est vrai, c'est très très bien avec la cuisine asiatique et en particulier les sushis et les sashimi. Alors, nous continuons notre dégustation de blanc. Et là maintenant, nous allons à Picpoul de Pinet. Alors les gens de Picpoul étaient brillants parce que sans le savoir, ils ont fait de la prose sans le savoir. Vous savez pourquoi? Alors parce qu'il y a trois choses à retenir à Picpoul. Numéro 1, le cépage, le Picpoul. Numéro 2, la ville, Pinet. Et numéro 3, le terroir. Le terroir, c'est la mer. Puisque vous savez, nous sommes au bord de l'étang de Thau. Et c'est un vin qui se buvait à l'époque uniquement du côté de Metz et du côté de Sète. Et le Picpoul est devenu maintenant une référence internationale. Et on peut boire le Picpoul dans le monde entier. Et en France, c'est vraiment un vin qui est très prisé. Alors, quand vous regardez un peu ce vin, vous voyez la couleur est très légère, très minérale. Donc, ça vous invite déjà à la fraîcheur. Alors, le nez est à la fois un nez de citron vert, de citron jaune, avec une touche épicée. Et en bouche, c'est une promesse en fait. Si vous avez un plateau de fruits de mer, chers amis, n'hésitez pas. Pour moi, le meilleur accord mets et vins dans le monde, c'est le Picpoul de Pinet. Alors maintenant, nous allons passer au vin rouge. Et nous allons commencer par le prochain vin rouge qui sera le vin de la cité de Carcassonne rouge. « 1130 rend hommage à la première fortification de la cité de Carcassonne, joyau médiéval classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, nous sommes sur les contreforts de la cité de Carcassonne. Avec Stéphane, nous avons choisi le cépage emblématique de Carcassonne, qui est le Merlot. Alors, pourquoi, Stéphane? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le climat? Oui, le climat, c'est une confluence, je pense, de trois climats, que sont le climat océanique, qui vient de l'ouest, le climat méditerranéen de l'est, et je pense qu'il y a un troisième climat, qui est le climat méditerranéen, qui vient rajouter de la fraîcheur au terroir. Oui, nous pouvons parler d'un microclimat, parce qu'en fait, à Carcassonne, nous avons la chance, justement, d'avoir ces plusieurs influences. Donc, au niveau des terroirs, donc, nous en avons déjà parlé pour le vin blanc, nous n'allons pas y revenir. Vous voyez, la couleur est rubis. Donc, alors, je vais vous parler du millésime 2018, parce que tout à l'heure, 2019, pour les vins blancs, c'était un grand millésime de vin blanc, parce qu'il y a eu on a pu garder l'acidité et la fraîcheur. 2018, quand on fait un peu la variabilité entre bon, très bon, excellent et exceptionnel, nous pouvons dire que comme 2011, nous sommes dans l'exceptionnel, puisque
nous avons eu un printemps pluvieux, nous avons eu un été chaud, mais avec suffisamment d'humidité, et des conditions extraordinaires pendant les vendanges, puisque nous avons eu quasiment aucun jour de pluie, et donc nous avons pu, Stéphane, ramasser les raisins quand nous voulions, à la main, entre le 20 août et le 15 octobre. Ce qui a permis, bien sûr, de se faire plaisir et de vendanger au gré de nos envies et en fonction de la maturité des raisins. Donc, sur ce cité à Carcassonne, sur ce merlot, donc nous avons bien sûr des arômes très distinctifs du merlot avec du fruit rouge. On a un côté aussi menté et mentholé, les deux. Un côté épicé, légèrement épicé. Donc c'est un vin riche qui est aussi très frais. Alors moi j'aime beaucoup, Stéphane, cette texture délicate, ce côté qui a une puissance qui est tout contrôle. Ce n'est pas un vin qui vous en met plein la vue, par contre, c'est un vin qui va vous faire saliver, qui va vous favoriser la digestibilité et qui favorise aussi les accords mets et vins par sa fraîcheur. Alors, moi Stéphane, là-dessus, j'aimerais manger, vous savez, un carré d'agneau, et aussi quelques fromages un peu épicés. Alors nous allons continuer la dégustation avec le prochain vin. L'an 462 évoque le début du règne prospère du peuple wisigoth en Languedoc. Des vestiges de leur palais, nous avons hérité notre emblème, la croix aux colombes, symbole de partage et de fraternité. Alors Stéphane, ce vin, alors racontez-nous. Alors ce vin, on est bien entendu sur un terroir qui va des Pyrénées aux Cévennes, principalement argilo-calcaire. Et on utilise pour faire cet assemblage deux cépages emblématiques du sud de la France que sont la Syrah et le Grenache. Voilà, donc nous sommes sur un millésime 2017. Alors, 2017 comparé à 2018, 2017 c'était un millésime avec beaucoup de sécheresse. Il faisait très sec, donc qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des petits rendements et des vins très concentrés. Donc vous allez voir, c'est une concentration d'arômes, mais c'est aussi la chance d'avoir des vins avec un très long potentiel de vieillissement. Stéphane. Alors je le trouve vraiment très très intéressant, c'est un nez boisé. Alors le vin était élevé en barrique pendant 12 mois, certes, donc il est normal qu'on sente du chêne, mais il y a aussi d'autres essences méditerranéennes. Je sens du cèdre et aussi un petit peu de camphre au nez. Tout à fait. On sent un peu la garrigue aussi, Stéphane. Moi, je sens un peu le thym, le romarin. C'est un florilège d'arômes. Hein. Oui, tout à fait. Et en bouche, alors, Stéphane? En bouche, bon, l'attaque est absolument délicieuse. Elle est généreuse, douce, gourmande. On a des tanins qui sont très, très fins et avec beaucoup de qui finissent avec beaucoup de fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec ça, Stéphane? Là, je partirais sur une bonne volaille, soit rôtie, soit en grillade, bien entendu. Oui, alors d'ailleurs, moi, je vous recommande, pour ceux qui peuvent, des volailles du pays Qatar, puisque vous savez, dans notre région, on a les volailles, mais aussi l'agneau du pays Qatar, qui sont vraiment des produits label rouge et qui sont sélectionnés et qui sont faits par des éleveurs qui ont besoin aussi d'ailleurs de votre soutien, qui font un travail remarquable. Nous poursuivons la dégustation. À l'origine des temps, il y a 560 000 ans, nos ancêtres vivaient déjà sur les terres de Tautavel. Bienvenue à Tautavel. Vous savez, cette gamme de 17 produits, elle nous permet de voyager sur 22 siècles. Mais, bien sûr, quand nous allons à Tautavel, nous allons il y a 560 000 ans. Et à Tautavel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cirque remarquable, nous sommes près de la frontière espagnole,
Vous avez d'ailleurs à Tautavel, c'était un poste frontière dans les temps reculés. Et à Tautavel, il y a bien sûr aussi un musée de l'anthropologie et aussi bien sûr cette grotte où nous avons trouvé le plus vieil homme en Europe qu'il y a 240 000 ans. Nous recevons aussi à Tautavel des étudiants. Dans l'université d'anthropologie, il y a 50 étudiants qui viennent chaque année de 50 différentes nationalités. Et quand ils repartent, ce sont nos premiers ambassadeurs, puisque forcément, ils ont le temps de partager à la fois les vins et l'art de vivre catalan. Peut-être que vous pouvez nous dire 2 mots à la fois sur les vins, Stéphane, et sur l'art de vivre catalan, puisque vous êtes né tout près de Tautavel. Oui, l'art de vivre catalan, bien entendu, c'est l'art de vivre aussi, comme à le Château L'Hospitalet, mais avec, bien entendu, d'autres composantes, avec d'autres plats culinaires. On parlait des bolos de picoulate, mais on peut parler aussi de la cargolade, hein, qui est cette fameuse grillade d'escargot. Ensuite, en termes de confiserie, on a les rouskis aussi, qui vont divinement bien sur les vins doux naturels. Et les croquants de Saint-Paul. Les croquants de Saint-Paul, tout à fait, avec des vieux Rivesaltes, c'est absolument divin. Tout à fait. Alors, on peut parler du vin, peut-être. Quel est l'assemblage? Alors, c'est un assemblage, bien entendu, on va retrouver une composante de grenache noir, qui est le cépage roi de Tautavel. On a de la Syrah pour 55%, 40% de grenache et 5% de carignan. Alors, ces grenaches, quel âge ils ont, Stéphane? Alors, c'est des grenaches qui sont, alors, pour certains, centenaires, qui ont plus de 100 ans, 80 ou 60 ans. Donc, autant dire que c'est de la vraie concentration, de la vraie richesse, un vrai patrimoine viticole. Alors, ça veut dire que c'est le sang de la terre qui coule. Là. Mais oui, avec en plus des toutes petites productions, des vendanges ramassées à la main. Et pour l'avoir fait dans ma vie, Gérard, quand on coupe et qu'on a le tort de blesser une baie de raisin, c'est du sang qui coule. Voilà, donc les grenaches de Tautavel, c'est vraiment un patrimoine. Et cet assemblage iconoclaste, qui a été aussi élevé en barrique pendant 12 mois, ben, on va partager la dégustation. Stéphane, vous en pensez quoi de ce vin alors? Ben, moi, c'est la... Au nez, alors? Moi, au nez, c'est l'adjectif noir qui va revenir. Alors, noir, c'est pas une odeur, sauf que le noir, c'est les fruits noirs, c'est la cerise noire, c'est l'olive noire. Voilà, c'est toute cette gamme aromatique qui est autour de la couleur noire. Oui, moi j'aime aussi parce que j'aime aussi le côté de cassis qu'on retrouve dans ce nez très prononcé et très typique des vins de Tautavel. Et en bouche, Stéphane? Alors en bouche, on est sur la densité du Tautavel, un vin qui est généreux, solaire, opulent, mais toujours avec beaucoup de fraîcheur, une fraîcheur surprenante d'ailleurs aussi, et des tanins absolument majestueux. C'est un vin très sophistiqué. Oui, alors, c'est sophistiqué, on peut dire ça, mais à la fois c'est un vin qui ramène à l'humilité, puisque forcément, avec l'histoire de Tautavel, ça nous ramène aussi à la simplicité. Moi, ce que j'aime aussi, Stéphane, à la fin, cette rétro qui rafraîchit, avec ce côté menté et mentholé qui est très intéressant dans le Tautavel. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec ça? Bon, je parlais des escargots tout à l'heure. C'est un bon mariage. Mais des bolos de picoulate, par exemple... Alors, pour ceux qui ne savent pas, les bolos de picoulate, qu'est-ce que c'est, Stéphane? Ben, c'est des boulettes de viande à la catalane. Qui sont cuites comment? Alors, qui sont cuites en sauce tomate ou aussi avec des haricots blancs. Ah, très bien. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce soir et qui ont la chance d'avoir une bouteille de Tautavel, ben, s'il y a encore une épicerie ou un supermarché ouvert pas loin de chez vous, vous pouvez faire de ces boules de viande avec la sauce tomate. Vous retrouverez dans tous les grands livres de cuisine les boles de picoulate. Donc, on a été très heureux avec vous de partager cette dégustation. Juste vous rappeler 2 choses. D'abord, l'année dernière, nous avons eu la chance avec le Château L'Hospitalet d'avoir été élu meilleur vin rouge du monde par l'International Wine Challenge. Et vous dire que dans la semaine dernière, nous avons été avec le Clos du Temple élu comme le meilleur rosé du monde, ce rosé iconique qui vient de Cabrières, qui est une appellation entre Béziers et Pézenas, et ce vin qui est fait avec du cinsault, du grenache, de la syrah, du mourvèdre et une touche de vionnier, qui est très, très distinctif puisque c'est un rosé de gastronomie, un rosé de garde. Alors tous ces vins, bien sûr les 2 châteaux dont je viens vous parler, mais aussi la gamme héritage,
Vous pouvez les retrouver chez vos meilleurs cavistes, dans les meilleures places, dans les meilleurs restaurants, et aussi sur le site gérard-bertrand.com. Et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous un très bel été. Avec Stéphane, on sera heureux et toute notre équipe de vous recevoir pour le festival de jazz. Je vous rappelle les dates du 21 au 26 juillet. Alors passez un bon début d'été et puis à très bientôt. Merci pour être venu avec nous ce soir.